Bonjour à tous, chers participants. Au nom des experts d'Accélère en commerce international de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire de la série Rencontres internationales Desjardins qui porte aujourd'hui sur comment faire affaire en Europe pendant et après la crise sanitaire. Permettez-moi tout d'abord de remercier notre partenaire Développement économique Canada pour les régions du Québec pour son soutien à l'ensemble des activités de notre service en commerce international Accélère, ainsi que notre commanditaire en titre Desjardins, qui ont rendu cet événement possible. Je me présente, Anaïs Nguyen, et je suis conseillère au développement des marchés internationaux à la Chambre. J'ai le plaisir aujourd'hui de modérer ce webinaire qui sera exposé par M. Bernard Collat, avocat associé chez CMKZ. Avant de commencer, je vous invite à prendre un moment pour observer les outils dont vous disposez. Si vous avez des questions à poser, je vous demanderai de ne pas utiliser la fonction main levée, mais plutôt de les écrire via la boîte de questions et réponses, située au bas de votre écran, au centre. Et nous allons y répondre durant la période de questions qui aura lieu à la fin de la présentation. Si vous avez des commentaires ou des problèmes techniques, vous pouvez aussi les écrire dans la section chat. J'aimerais mentionner que le webinaire d'aujourd'hui sera enregistré et que la rediffusion sera disponible sur notre page web. Vous allez également recevoir un sondage que nous vous encourageons à remplir qui apparaîtra automatiquement au moment de quitter. Avant de commencer, j'aimerais prendre un moment pour vous présenter M. Bernard Collat. Avocat spécialisé en droit des affaires internationales et de la propriété intellectuelle, Bernard Collat compte plus de 30 ans d'expérience acquise à Montréal, Sorel, Londres et Paris, et conseiller des entreprises technologiques, manufacturières et des services, ainsi que des gouvernements étrangers. Bernard Collat est fréquemment appelé à former des entrepreneurs et à donner des conférences sur le commerce international et la propriété intellectuelle. Il accompagne également les entreprises technologiques actives au niveau international, notamment dans leurs activités avec l'Europe. Monsieur Collat, je vous invite maintenant à prendre la parole. Merci beaucoup, merci de cette invitation et merci pour cette joyeuse initiative de tenir les gens informés sur le commerce international pendant cette période de confinement. Alors, vous m'aviez demandé de parler de l'Europe et c'est une excellente idée. Ça fait quelque temps que je donne des conférences sur l'Europe, mais dans cette période de confinement, je me suis dit l'angle par lequel ça pourrait être intéressant d'aborder le sujet, c'est un angle où on se pose la question, est-ce que le COVID, c'est un cas de force majeure, d'imprévision, ou est-ce que ça ouvre la porte à des opportunités? Évidemment, je laisse les bonnes nouvelles pour la fin. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est premièrement d'avoir une certaine, il y a une petite faute là, une certaine idée de l'ampleur de la crise en Europe. Et certains pays ont été beaucoup plus affectés que d'autres. Je parlais ce matin avec quelqu'un qui est en Suède. Ils disent qu'ils sont mieux que les autres pays européens, mais la situation en Finlande et en Norvège, où il y a eu une restriction plus grande, est bien meilleure qu'en Suède. Alors, c'est intéressant de voir que finalement, là, c'est le Royaume-Uni qui est de plus en plus affecté. Je faisais ce parcours-là parce que ça a été intéressant d'avoir une idée précise de ce qui se passe, justement pour apprécier si c'est un cas de force majeure, d'imprévision. Parce que la force majeure, c'est un événement qui est imprévisible et qui rend impossible l'exécution du contrat. Alors, pourquoi j'aborde cette question-là? Parce que c'est assez d'actualité. Plusieurs entreprises que je sais ont reçu de leurs fournisseurs un avis je ne peux pas fournir en raison d'un événement de force majeure qui rend impossible l'exécution du contrat. Il y en a d'autres eux autres, c'est des distributeurs. Les distributeurs, ils disent, moi, je ne peux pas rencontrer mes minimums d'achat auxquels je m'étais engagé de respecter parce que, justement, il y a un cas de force majeure, je ne peux plus parler à certains clients, les magasins sont fermés. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-ci? Alors, la question, c'est la première réflexe en Europe ou ailleurs, c'est de consulter le contrat. Parce que dans le contrat, on a comme partagé les risques entre une partie et l'autre partie. Et donc, on a une définition
de force majeure, souvent dans les contrats. Est-ce que la définition couvre pandémie? Est-ce que la définition couvre changement de règles gouvernementales? Alors, il y a toutes ces questions-là. Est-ce que la définition est très limitative ou beaucoup plus large, comme par exemple, en anglais, c'est beyond the reasonable control of a party, au-delà du contrôle raisonnable d'une partie. Le deuxième point, souvent dans les contrats avec des partenaires, si une partie est affectée par la force majeure, elle notifie l'autre partie et il est indiqué quel est l'effet de cette notification. L'effet, ça peut être on suspend les obligations, on retarde les obligations, on permet aux parties de mettre fin au contrat. Donc, ça va amener un peu de travail et un peu d'attention qui va être portée sur ces dispositions-là. S'il n'y a pas de clause de force majeure, ce qui peut arriver, on regarde le droit applicable. Ici, j'ai identifié les critères qui sont du droit français. Donc, c'est un événement qui empêche de poursuivre l'exécution d'un contrat et qui ne pouvait pas être prévu au moment de la conclusion du contrat. Ça, c'est assez important. Alors, est-ce que le COVID empêche? Si on regarde la jurisprudence en France, des précédentes pandémies comme le SRAS, les tribunaux ont jugé que ça n'empêchait pas, que ça rendait plus onéreux, mais que ça n'empêchait pas l'exécution du contrat. Donc, ça n'a pas été considéré comme un cas de force majeure et donc ça n'a pas permis à la partie qui se voulait s'en prévaloir d'être exonérée de responsabilité. Donc, elle devait accomplir ses obligations. Et c'est vrai que ça exonère de la responsabilité, mais il faut que la partie fasse tout ce qui est en son possible pour éviter le dommage. Donc là, on peut se poser la question, est-ce que la partie qui dit qu'il ne peut pas vendre, est-ce qu'elle a pris des mesures pour vendre sur Internet ou pour trouver de la livraison à domicile ou pour trouver d'autres moyens justement pour minimiser les dommages? Alors, tout ça, c'est une question de fait qui est laissée à l'appréciation des tribunaux s'il y a un conflit entre les parties. Ce qui est intéressant en droit européen, dans différents pays, comme en France ou surtout en Allemagne, il y a cette tradition de voir la possibilité que s'il y a un événement qui est imprévu, mais qui rend plus onéreux l'exécution d'un contrat, alors il est possible de demander une adaptation du contrat pour retrouver un certain équilibre entre les parties. Alors, souvent dans des contrats, on appelle ça le hardship et on a une définition, un changement de taux de change ou changement dans l'accès aux matières premières ou je ne sais quoi, qui est susceptible de rendre plus difficile, onéreux l'exécution du contrat. Et il y a ce même mécanisme de notification et de voir quel est l'impact. Est-ce que les parties doivent négocier ensemble? Alors, on consulte le contrat et le contrat souvent donne la recette pour adapter le contrat aux circonstances qui ont été imprévisibles, mais qui rendent plus onéreuse l'exécution d'un contrat et qui rompt l'équilibre qui avait été atteint au départ ou espéré au départ. S'il n'y a pas de disposition, alors on se pose la question, est-ce que c'est possible justement de dire qu'il y a un événement imprévisible qui rend plus onéreux et de faire appel au droit local pour demander la renégociation du contrat? Alors, il y a ces dispositions qui sont relativement nouvelles en droit français, mais qui sont plus anciennes en droit allemand, où une partie peut demander la renégociation du contrat s'il y a un changement de circonstance qui est imprévisible lors de la conclusion qui rend son exécution onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque. Alors, comment ça fonctionne? Bien, souvent, les parties vont dire, bon, très bien, il y a les dispositions qui le prévoient et on négocie. Et il y en a qui peuvent se demander aux tribunaux justement d'intervenir pour soit que les tribunaux aient l'autorité de le faire. C'est une possibilité qui n'existe pas en droit québécois, c'est-à-dire que les tribunaux n'ont pas l'autorité de modifier le contrat, chose qui est un peu différente en Europe. Donc peut-être que si votre droit est régi par le droit allemand, peut-être que c'est possible de se prévaloir de cette possibilité. Pour les plus spécialisés d'entre vous, il y a les principes unidroits qui peuvent être utiles.
d'y faire référence dans un contrat parce que les principes ligne droit prévoient justement ces clauses d'imprévision, de hardship, et qui permet justement la renégociation des dispositions qui sont rendues plus onéreuses. Évidemment, ça, c'est les situations, peut-être avant, des situations qui peuvent intervenir et qui peut-être intéressent certains d'entre vous. Alors, aujourd'hui, si vous concluez un contrat et que vous ne portez pas attention soit à la clause de force majeure ou la clause d'imprévision, on ne pourra pas dire que c'était imprévisible, cette situation, parce que c'est actuel. Et donc, avant le mois de janvier, c'était imprévisible, mais après la crise actuelle, c'est difficilement imprévisible. Donc, il faut, je recommanderais à la fin, de porter une attention particulière pour justement vous assurer que les contrats que vous avez puissent prévoir justement qu'une pandémie, un changement en règle gouvernementale ou autre, puisse être susceptible de constituer soit une force majeure ou de donner lieu à la modification du contrat pour retrouver un certain équilibre. Maintenant, on passe aux bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est qu'avec l'Europe, on peut continuer à exporter, on peut continuer et on doit continuer à protéger sa propriété intellectuelle. Il faut faire attention, peut-être qu'on veut réorganiser son réseau de distribution et mettre fin à certains. On peut aussi passer de vendre en ligne directement aux consommateurs ou aux entreprises. Et je finirai par des conseils sur les bonnes façons de défendre ses droits. Alors, les bonnes nouvelles, c'est qu'on continue à exporter. L'accord de libre-échange que l'on a avec l'Union européenne fonctionne toujours. Que l'on a avec l'Association européenne de libre-échange fonctionne toujours également. Juste pour rappeler que les pays qui sont membres de l'AELE, il y a la Suisse, le Liechtenstein, l'Islande et la Norvège. Et donc, c'est un accord qui existe depuis 2009, tandis que celui avec l'Union européenne est beaucoup plus récent. Rappelez aussi que pour qu'un produit puisse bénéficier du tarif 0% à la douane en Europe, votre produit doit rencontrer les critères des règles d'origine prévues dans l'accord avec l'Europe, l'Union européenne, ou l'accord avec l'AELE si vous exportez en Suisse, et vice-versa dans le sens inverse. Donc, vous pouvez peut-être avoir un produit qui rencontre les règles d'origine de l'ALENA, qui, en passant, va entrer en vigueur le nouvel ALENA le 1er juillet. Mais peut-être que ce produit, vu qu'il y a un contenu américain ou mexicain trop important, selon les règles d'origine, ne pourra pas bénéficier du 0% de droits de douane à l'entrée en Europe. Donc, il faut être vigilant sur la gestion des règles d'origine. Il y a des dispositions aussi pour les échanges de services, pour les marchés publics, pour les investissements, pas encore, parce que c'est une disposition qui demande l'approbation de l'ensemble des législatures de l'Union européenne. Il y a des dispositions sur la circulation des personnes. Donc, c'est un accord qui est assez costaud et assez novateur à certains égards et assez utile, qui donne un bon soutien et qui assure que les frontières restent ouvertes entre le Canada, l'Union européenne et l'AELE. Il faut aussi comprendre que, par ailleurs, vous savez qu'à l'OMC, l'organe d'appel est paralysé en ce moment. Alors, les Européens, les Canadiens ont entrepris des initiatives pour trouver une alternative, pour continuer à avoir un mécanisme pour ne pas que le système multilatéral soit bloqué. Donc, non seulement l'Europe est un partenaire avec lequel nous avons des accords de libre-échange, mais en plus, l'Europe est un partenaire avec qui nous traitons de façon globale pour assurer un système multilatéral ouvert et bon pour les entreprises. En Europe, il est possible de déposer ces brevets dans les différents pays, mais il est également possible de porter sa demande à l'Office européen des brevets qui va l'analyser, l'approuver, puis ensuite le faire entrer dans les différents pays.
S'il y a des questions, je pourrais y répondre. Alors, sachez que les délais avec cette institution-là peuvent être un peu plus lents, mais il y a des délais de rigueur. Vous savez, quand vous déposez un brevet, vous avez 1 an pour le déposer ailleurs et bénéficier de la date du dépôt au premier endroit où vous l'avez déposé. Donc, ce délai de rigueur de 1 an, lui, il ne change pas. Donc, il faut être vraiment vigilant. Si vous avez une stratégie pour déposer vos brevets dans différents pays à travers le monde, n'oubliez pas que la priorité conventionnelle de 1 an demeure. Donc, il faut voir au dépôt et au financement du dépôt. La même chose pour les marques de commerce. Par contre, les marques de commerce, c'est possible de déposer dans les différents pays, mais c'est aussi possible de déposer une marque communautaire, donc une marque qui va s'appliquer dans les 27 pays membres de l'Union européenne, parce qu'on était 28 et la Grande-Bretagne vient de se retirer de l'Union européenne effectif le 30 janvier 2020. Il y a une période transitoire, mais pour l'instant, il n'est plus parti à l'Union européenne. Alors, vous déposez cette marque, elle s'applique dans l'ensemble des pays membres de l'Union européenne et c'est relativement simple, économique, mais il faut quand même vous assurer qu'il n'y a pas de marque similaire dans un ou l'autre des pays qui vous empêcherait de déposer votre marque. Alors, dans cette période tumultueuse, il y a des entreprises qui vont peut-être vouloir changer de distributeur. Et s'il y a une raison de conflit entre les entreprises et leurs distributeurs, c'est bien si jamais vous voulez changer de distributeur et mettre fin au contrat. Donc, en Europe, il faut faire attention parce que même si votre contrat dit que l'exportateur peut mettre fin au contrat avec un avis de 10 jours, il y a des dispositions d'ordre public qui s'appliquent en Europe et qui permettent aux agents ou aux distributeurs de bénéficier d'une indemnité de résiliation. Alors, tous les droits nationaux ont mis en œuvre la directive européenne pour protéger les agents qui ont apporté de nouveaux clients ou qui ont augmenté les ventes des clients existants et que le principal ou l'exportateur continue de bénéficier de cet achalandage. Et donc, l'agent va avoir droit à une indemnité équitable. Donc, l'indemnité va être déterminée en fonction des différents pays. Donc, chaque pays a un peu adopté sa méthode d'identifier l'indemnité auquel l'agent a droit. Alors, il y a aussi une indemnité qui est prévue pour les distributeurs. Donc, il faut être vigilant à cet égard et il faut regarder le droit national des différents pays. Il faut surtout faire attention à la Belgique, qui a une loi de 1961, je crois, qui, elle, prévoit des indemnités pour justement les distributeurs, les agents, et surtout qui dit que le tribunal belge est exclusivement compétent pour entendre ce genre de litige. Donc, si vous mettez fin à votre distributeur belge, exclusif, il y a certaines conditions quand même qui doivent être respectées. Alors, lui peut se prévaloir des tribunaux belges et de la loi belge pour pouvoir réclamer une indemnité. Ça m'est déjà arrivé. Et avec un procès qui avait lieu dans la partie flamande en flamand. Donc, il fallait traduire et ça a complexifié les choses. Donc, dans le rapport de force, ça donnait un avantage au distributeur qui a obtenu une compensation. Alors, vous pouvez aussi décider de vendre en ligne. Donc, vendre en ligne, c'est possible. Il faut comprendre qu'en Europe, si vous vendez à des particuliers, bien, qu'il y a des lois sur la protection du consommateur auxquelles vous êtes soumis. Il y a des règles particulières sur la gestion des données personnelles. Ça, c'est assez important parce que si vous vendez à des citoyens ou personnes qui résident en Europe, donc vous êtes régi par cette règle européenne en matière de gestion des données personnelles.
et vous devez avoir des mécanismes de contrôle, de pouvoir amender les fichiers. Et vous avez aussi des restrictions à savoir si vous pouvez déplacer les données. La bonne nouvelle, c'est que le Canada est considéré comme un pays ayant une protection adéquate. Donc, il est possible d'échanger des données personnelles de citoyens européens entre le Canada et l'Europe parce que le Canada est considéré comme un pays bénéficiant d'une protection adéquate. Là, vous allez vous poser la question, est-ce que je dois ou pas payer de la TVA? Donc, la règle relativement schématique, c'est que si vous vendez à des particuliers des produits, il y a un certain seuil au-delà duquel vous devez charger de la TVA. Si vous vendez des services électroniques, des jeux, des vidéos, des choses comme ça, là, vous devez charger de la TVA. Et la TVA en fonction du lieu de résidence de votre consommateur. Donc, si vous vendez votre logiciel, votre app à un citoyen de France et à un autre d'Italie, mais vous allez charger la TVA applicable en France et la TVA applicable en Italie. Et ensuite, soit l'apercevoir ou demander que une auto-déclaration, en tout cas, celui qui doit la payer la retient pour la remettre à ses autorités gouvernementales. Donc, il y a une certaine complexité, mais je connais des experts qui sont en mesure de vous aider sur ce niveau. Règlement des différends. En ce moment, ce que je remarque, c'est que les systèmes qui fonctionnent, ce sont surtout les systèmes privés, parce que l'arbitrage continue à fonctionner, a toujours été habitué à fonctionner à distance, et donc ça suit son cours. Les tribunaux, eux, sont un peu plus paralysés, ne sont ouverts que pour des éléments limités, les mesures d'urgence, et c'est la même chose ici comme en Europe. Donc, si vous vous attendiez à avoir un procès en Europe, bien, il est fort probable que celui-ci va être retardé. Donc, une entreprise, son modèle d'affaires, c'est rarement entrer en conflit avec les uns et les autres. Donc, en général, a intérêt à régler ses différends rapidement. Donc, la médiation est à recommander parce que 95%, statistiquement, 95% des cas en personnes de bonne foi, c'est 100% de personnes de bonne foi, mais 95% des cas qui sont soumis à la médiation souvent se règlent. C'est une statistique qui est assez élevée, mais si vous faites affaire avec quelqu'un qui est fâché, l'intervention d'un médiateur peut permettre un peu de calmer la situation, de rendre les gens moins émotifs et un peu plus rationnels et de voir objectivement leur intérêt à trouver un terrain d'entente. En matière d'arbitrage, l'Europe a une longue histoire d'arbitrage. Il y a des institutions assez vieilles. Il y a une culture d'arbitrage très développée et peut-être plus ancienne qu'elle ne peut l'être chez nous. Il y a beaucoup d'institutions, la Chambre de commerce internationale, à Genève, à Stockholm, etc. Donc, c'est assez bien développé. À noter que les tribunaux en Europe fonctionnent différemment d'ici. Ils n'ont pas la même procédure. Et j'indique ici que souvent, c'est une procédure qui est basée sur l'écrit. Et les preuves sont écrites. Il y a très peu d'auditions de témoins. Et là, maintenant, à cause de la crise, ils sont rendus à un stade où, par exemple, en Belgique, ils ont dit qu'il n'y aura même pas de plaidoirie. Donc, les juges vont recevoir la documentation écrite des avocats et sur la base de la documentation écrite qu'ils vont recevoir, ils vont rendre décision. Alors, ce que j'ai remarqué au sein de nos PME, souvent, elles ont l'habitude de prendre le téléphone, d'expliquer il faut régler tel problème et de ne pas laisser beaucoup de traces écrites. Et vous pourrez comprendre que si un juge prend une décision sur la base des écrits et que vous ne laissez aucune trace écrite, c'est vraiment difficile de pouvoir défendre vos droits devant les tribunaux. Donc, toute entreprise qui fait affaire avec l'Europe doit avoir à l'esprit qu'elle doit mettre tout par écrit et écrire qu'elle est de bonne foi.
parce que le principe de bonne foi est un principe qui est partagé dans tous les pays civilistes dont fait partie la majeure partie des pays européens. Alors, conclusion, le COVID, force majeure ou imprévision? Donc, vous savez qu'il est important d'apprécier la situation et de ne pas tout de suite se lancer dans dire oui, c'est vrai, c'est sa force majeure, parce que les situations sont beaucoup plus nuancées quand on regarde véritablement sur le terrain si c'est vraiment impossible de fournir sa prestation ou si ça rend la prestation plus onéreuse, qui est complètement différent comme type d'approche et qui permettrait peut-être de tenter d'adapter le contrat à la situation. Sachez que pour que ce soit une force majeure ou une imprévision, il faut que ça ait été imprévisible au moment de la signature du contrat. Donc, maintenant, on est tous conscients d'une situation qui peut se reproduire et se prolonger. Donc, c'est important maintenant de revoir vos contrats pour voir est-ce que vos clauses de force majeure ou d'imprévision prévoient justement la situation comme celle de la COVID. Pour ceux qui concluent des contrats dans le domaine de la construction, qui sont des sous-traitants, en général, le contracteur donne un contrat de sous-traitant, puis il dit tous les risques sont aux sous-traitants. Donc, là, il va falloir vraiment être vigilant pour pouvoir introduire des adaptations. Les opportunités, parce qu'elles en ont et ça continue, les échanges continuent à être bons entre les deux pays, continents. Satisfaire les règles d'origine avec l'Union européenne et l'AELE, les brevets, les marques, il faut continuer à les déposer parce que les délais de rigueur continuent à s'imposer à vous. Si vous divulguez au public votre invention brevetable, vous ne pourrez pas ensuite déposer votre brevet en Europe. Donc, il faut faire attention. Si vous voulez réorganiser votre réseau de distribution, mais évidemment, il faut prévoir les délais et les indemnités de résiliation nécessaires. Peut-être que votre distributeur est un peu vieux et vous aimeriez en avoir un plus moderne qui a des outils de promotion plus modernes qui va peut-être vous permettre de vendre en ligne. Donc là aussi, il y a des règles particulières à respecter qui sont faisables. Et ne pas oublier qu'une bonne entreprise a moins de litiges, donc peut-être mettre un peu d'énergie sur la recherche d'un compromis à travers la médiation ou, si ce n'est pas possible, une décision finale à travers l'arbitrage. Et que si vous devez aller devant les tribunaux, n'oubliez pas qu'il faut tout écrire. Voilà, donc je vous remercie et je suis disponible pour vos questions. Merci beaucoup, M. Collat. Donc, nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à les poser via la boîte questions et réponses située en bas de l'écran au centre. Donc, nous avons déjà quelques questions. Donc, une première question de Philippe Chevalier. Bonjour, en marche ou en amont des aspects contractuels, comment valider le sérieux, la bonne foi, la réalité de la situation d'un nouveau partenaire, client, fournisseur, distributeur outre-Atlantique, surtout pour de nouveaux partenaires? Merci. À force, c'est une recherche de vérifier si le partenaire est sérieux, etc. Donc, c'est sûr que ce n'est pas un avocat qui vous demande ça parce qu'en général, lui, il vient une fois que cette analyse a été faite. Ce qui est intéressant comme outil, il y a plusieurs outils intéressants en Europe. Il est possible d'obtenir soit sur société.com, soit sur Corporation, site analogue en Angleterre, les états financiers des entreprises. Donc, les entreprises sont obligées de divulguer leurs états financiers et d'autres informations. Donc, il y a une foule d'informations disponibles sur quand est-ce qu'elle est créée, s'il y a un chiffre d'affaires conséquent, il y a un capital social, tous les éléments. Il y a dans Bradstreet ou d'autres qui vérifient si l'entreprise est solvable, si elle ses dettes, ses partages bas. Et puis, vous pouvez appeler vos fournisseurs. Quand les entreprises vont mettre la liste de leurs partenaires, vous pouvez toujours voir si vous avez des liens avec certains des partenaires pour demander qu'est-ce qu'ils pensent de cette entreprise avec laquelle vous aimeriez former une alliance. Voilà.
Nous avons une autre question de M. Christian Silière. Le traitement d'une situation de force majeure peut-il dépendre du pays avec lequel on fait affaire? Il peut dépendre du pays, il peut dépendre de l'entrepreneur, il peut dépendre d'une série de facteurs. Disons, vous voulez importer des masques, c'est à la mode ça, et que vous avez un contrat avec quelqu'un qui dit « D'accord, j'accepte de vous vendre des masques ». Donc là, mais lui, finalement, il a accepté de vendre des masques à plus de personnes qu'il aurait dû. Est-ce que ça, c'est un cas de force majeure ou pas de force majeure? Ça, c'est un cas de mauvaise gestion. Parce que, dans le fond, il aurait dû juste se limiter à sa capacité de production plutôt que de surbooker ou suraccepter les commandes formulées. Il y en a d'autres. Je suis dans une situation en ce moment où c'est une entreprise qui a une exclusivité de distribution partout à travers le monde. Et son siège social est en France. Donc, du prisme de la France, ils disent « Ah, c'est un cas de force majeure parce qu'on n'a pas accès au magasin. » Mais si on regarde ce qui se passe à Singapour, si on regarde ce qui se passe à Hong Kong, si on regarde ce qui se passe en Afrique, si on regarde ce qui se passe ailleurs, mais la situation est complètement différente et les magasins sont ouverts ou ont une approche différente du marché. Donc, il faut vraiment, vraiment apprécier avec précision si une situation rend impossible, et le mot impossible est important pour évaluer la force majeure, sauf si dans le contrat c'est écrit hors du contrôle raisonnable d'une des parties. Donc là, c'est impossible, mais c'est hors du contrôle raisonnable. C'est un critère qui est plus souple, plus facile à remplir que le critère traditionnel du droit français, par exemple, qui dit impossible. Voilà. Anaïs? Oui, merci Bernard. Donc, nous avons une autre question de Simon Potter. Pour l'arbitrage, comment on y arrive si le contrat ne le prévoit pas expressément? Peut-on nommer un arbitre canadien? Ah, Simon, merci. En fait, si le contrat ne prévoit pas l'arbitrage, donc les parties vont normalement se tourner vers les tribunaux. Alors, il s'agira de s'entendre avec l'autre partie pour dire autre partie, vous ne croyez pas que ce serait préférable de faire intervenir un tiers et si on tend la perche comme ça à l'autre partie, on pourrait dire, ne serait-il pas opportun, parce que les tribunaux sont bloqués et que ça va coûter très cher aux clients respectifs, d'utiliser l'intervention d'un médiateur professionnel qui sera en mesure justement de faire la lumière et peut-être de rapprocher les parties. Et que si jamais ça ne fonctionne pas, mais les parties iraient en arbitrage. On pourrait peut-être même prévoir un arbitrage accéléré ou une procédure simplifiée. Et pour justement s'assurer du règlement relativement rapide du litige. Et lorsqu'on confie notre litige à un arbitre, ce n'est pas mauvais d'utiliser une institution d'arbitrage. Donc, il est possible de référer au règlement de la Chambre de commerce internationale. Et dans le cadre de ce règlement, trouver un arbitre. Et cet arbitre pourrait être canadien. Et cet arbitre, s'il était Simon Potter, ce serait un excellent arbitre. Merci Bernard. On en a une autre de Sandrine Lassalle. Comment déterminer le tribunal compétent en règle générale? Qui en matière de fraude? Fraude? Oui. Je vais vous donner le principe général. Et puis la fraude, c'est quelque chose d'autre parce que ça relève plus du droit criminel. Mais en principe, les parties vont avoir désigné le tribunal compétent dans leur contrat. Alors, si vous dites que le tribunal français est compétent, en Europe, le tribunal français va être compétent de façon exclusive. Donc, ça va être le seul parce qu'il y a une présomption d'exclusivité dans les dispositions en Europe, tandis qu'elle n'existe pas ici, au Québec pour l'instant. Alors, donc, soit c'est déterminé. Si ce n'est pas déterminé, alors là, il faut voir un peu en fonction des règles de compétence de chaque tribunal. Donc, en principe,
le tribunal du défendeur est toujours compétent. Mais là, si vous êtes le demandeur et que vous voulez prendre action dans votre territoire, là, il faut vérifier auprès des règles de votre propre tribunal si ce tribunal peut avoir compétence pour entendre le litige. Ça peut arriver si la livraison a lieu ici, il faut voir un peu les facteurs de rattachement pour voir s'il est possible de donner compétence au tribunal local si on veut intervenir ici. En matière de fraude, soit que le contrat prévoit qu'est-ce qui se passe en matière de fraude, qu'on peut résilier le contrat et réclamer des dommages, puis voir. Ou peut-être que aussi ça peut être une question qui soulève des questions de droit pénal, et donc porter plainte dans la juridiction où est située, où la fraude a été commise, ou ça dépend encore des critères de compétences en matière de fraude des différents tribunaux. Donc, merci. On a une dernière question. Donc, les brevets coûtent cher et prennent du temps. Est-ce qu'on doit breveter toute notre technologie au complet à chaque fois qu'on a une mise à jour, ou bien peut-on breveter une partie de notre technologie seulement? Oui. Un brevet, ça permet de dire au monde que cette invention-là, on est la seule à pouvoir l'exploiter. Mais ça permet de dire au monde dans les différents pays où on a déposé le brevet. Donc, si on dépose un brevet en France et qu'on dit qu'on est le seul à pouvoir utiliser l'invention brevetable qui est décrite dans le brevet, donc les claims, on est le seul à pouvoir exploiter ce brevet-là. Alors, il faut être stratégique dans le dépôt de brevet parce que, dans le fond, ce qu'on veut, c'est déposer un brevet pour bloquer les concurrents. C'est tout. Alors, si on a une technologie qui est innovante et qui permet d'empêcher les concurrents d'avoir accès à notre marché, bien, on dépose ce brevet-là. Et on n'est pas obligé, ça peut être intéressant de déposer plusieurs brevets. Et il faut comprendre qu'en Europe, par exemple, on dépose le brevet, disons, à l'Office européen des brevets. On prévoit, la version est en français, anglais et allemand. Et ensuite, on va déposer ou poursuivre, prolonger ce dépôt-là dans les différents pays. Et c'est sûr que c'est relativement simple si on veut déposer le brevet en France, en Allemagne et en Belgique et au Royaume-Uni, parce qu'il n'y a pas besoin de traduction. Mais si on veut aussi le déposer en Italie et en Espagne, là, il faut le traduire et ça coûte un peu plus cher. Donc, il y a aussi des stratégies en Europe pour limiter les coûts et être efficace. Ça, c'est le premier élément. Et deuxième élément, je rappelle que si vous avez un brevet en France et qu'un contrefacteur viole votre brevet, mais qui est en Italie, mais vous n'avez pas de brevet en Italie, vous ne pouvez rien faire, sauf si peut-être l'Italien veut vendre votre produit en France. Donc, ça, c'est un peu différent. Vous allez donc utiliser le brevet français pour bloquer votre concurrent italien. Nous avons une question de Touato. Les propriétés intellectuelles des produits technologiques sont-elles mieux protégées en Chine aujourd'hui? Merci. Ah oui. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de discussions avec la Chine, des pressions des Américains, des pressions des Européens, des pressions d'un peu tout le monde, que la Chine devait être un bon partenaire. Donc, de façon générale, et depuis le régime communiste, dans lequel la propriété privée n'existait pas, donc il y a beaucoup de chemin qui a été fait avec la formation des juges, avec la formation des avocats, avec la formation des policiers. On a quand même pris un bloc communiste qui est l'année vers un monde plus capitaliste. Et dans ce monde capitaliste existe la propriété intellectuelle. Donc, il y a eu ce changement. Et l'idée également en Chine, on réalise que c'est vrai que la propriété intellectuelle n'est pas seulement là pour protéger les étrangers, mais elle est là aussi pour protéger les Chinois. Donc, les Chinois déposent une quantité invraisemblable de brevets. Et donc, on voit que le système fait en sorte que la propriété intellectuelle en Chine est mieux respectée aujourd'hui qu'elle l'était avant.
Donc, merci, Monsieur Collat. Nous avons une dernière question, une question sympathique de la part de Monsieur Philippe Chevalier. Êtes-vous triste de ne plus plaider en direct devant des tribunaux européens? Sur papier, c'est moins agréable. Oui, mais moi, je vais vous dire quelque chose. Lorsque je travaillais à Sorel, j'ai commencé là-bas. Et lorsque j'ai commencé, j'avais une certaine crédibilité auprès des tribunaux, mais je vous dis ça entre vous et moi, là, lorsque j'ai organisé un voyage de ski avec les avocats et les juges, etc., après, ma relation avec le système judiciaire était bien meilleure et mes chances de succès étaient bien meilleures. Donc, par contre, après Sorel, je suis parti en Europe pendant 10 ans. Et à mon retour d'Europe, donc j'avais perdu la main avec le système judiciaire et autres. Et donc, j'ai choisi de ne pas plaider. Donc, je suis très heureux de ne pas plaider et de ne pas me chicaner avec mes confrères, que ce soit en Europe ou ici. Et donc, j'ai choisi de conseiller les entreprises et d'essayer de les mettre dans des situations pour éviter qu'elles entrent en litige. Et de là, la recommandation, des fois même j'écris pour elles, pour être sûr que ce qu'elles écrivent va pouvoir être utilisé intelligemment par les confrères européens devant les tribunaux locaux. Alors, pour répondre à votre question, je ne suis pas triste, je suis même très heureux. Et ça permet aussi, vu qu'il y a l'importance de l'écrit, l'importance de la préparation et l'importance de tenir à jour et d'avoir un registre de ce que vous faites avec clarté. Et souvent, les entreprises, surtout les startups, mettent toute l'énergie sur la technologie, mettent toute l'énergie sur le marché et négligent complètement des contrats de confidentialité ou autres. Puis là, quand on arrive pour se poser la question, alors, est-ce qu'on a un contrat de confidentialité avec telle et telle compagnie? Là, on ne le sait pas parce que celui qu'on a engagé est parti et donc peut-être qu'il est parti avec le contrat. Il faut vraiment... il y a 3 roues importantes dans une entreprise. Il y a la technologie, le marché et le droit. Droit, finance. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Anaïs? On arrive déjà à la fin de la période de questions, mais il sera possible d'y répondre plus tard. Donc, merci, Monsieur Collat, pour ce partage enrichissant. Donc, j'aimerais vous remercier pour vos réponses et vos explications qui ont été très claires. Je suis certaine que vous avez apporté des outils fort pertinents pour nos participants. Donc, je remercie tous les participants présents aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions qui n'ont pas été abordées, je vous invite à le contacter. Je vous demanderai de bien vouloir remplir le sondage que vous allez recevoir en quittant. Ça nous aidera à mieux comprendre vos besoins et à nous améliorer pour les événements futurs. Donc, j'aimerais aussi remercier Développement économique Canada pour les régions du Québec pour leur support ainsi que Desjardins. J'aimerais aussi mentionner que Desjardins dispose d'un bureau situé à Paris qui couvre toute l'Europe et qui permet aux entreprises québécoises un accompagnement sur place ainsi que l'accès à leur réseau de partenaires. Donc, pour en savoir plus, vous pouvez aller sur leur site desjardins.com/Europe. Donc, le lien sera mis dans le chat box. Puis, ne manquez pas notre Café Export qui aura lieu demain à 10 h, ainsi que notre prochain webinaire Rencontre internationale Desjardins qui aura lieu mercredi prochain à la même heure par Monsieur Christian Sivière qui portera sur le nouvel ACO. Enfin, je tiens à vous mentionner que notre équipe de conseillers est là pour vous supporter durant cette période difficile. De ce fait, notre département Accélère a mis au pied un service de diagnostic international gratuit à votre disposition. Donc, je vous enverrai plus de détails pour de l'information dans un courriel de suivi qui vous sera envoyé dès demain. Et merci encore, Monsieur Collat. Ce fut un plaisir de modérer ce webinaire avec vous. Et merci à tous les participants. J'espère vous revoir dans nos prochaines activités. Et passez une excellente journée. Merci.